Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal consacrée à une double actualité politique et sanitaire. Du côté de la santé, afin de limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus en France, le président de la République et le Premier ministre ont annoncé des mesures inédites, à savoir la fermeture des établissements scolaires à partir de demain, lundi 16 mars, fermeture également de la plupart des commerces, l'interdiction des rassemblements, la limitation des déplacements et un confinement généralisé de la population. Nous ferons un point complet dans ce journal sur toutes ces mesures, ainsi que sur la propagation du Covid-19 en France et à l'étranger. Et puis nous reviendrons sur l'événement politique de ce dimanche, quelque peu éclipsé par l'épidémie de Covid-19. Le premier tour des élections municipales qui a été maintenu malgré les polémiques. Les premiers résultats sont tombés, verdict dans quelques minutes. C'est une mesure totalement inédite, adoptée hier soir par l'exécutif, l'annonce de la fermeture des crèches, écoles, collèges et des lycées à partir de demain, lundi 16 mars. Les 12 millions d'élèves devront donc désormais suivre des cours à distance, les examens de fin d'année sont incertains et dépendront de la durée de fermeture des établissements. Suite au déclenchement du stade 3 de l'épidémie, la France a pris aussi des mesures de confinement de portée nationale visant la plupart des lieux accueillant du public, quelques jours après l'Italie où a été décidée la fermeture au public de tous les commerces jusqu'au 11 mai, sauf les magasins alimentaires et les pharmacies, ainsi que les commerces et restaurants pratiquant la vente à emporter. Retour sur les annonces phares du Premier ministre français. Dans une allocution solennelle, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, samedi 14 mars au soir, la fermeture des minuit jusqu'à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays, appelant les Français à plus de discipline face à la pandémie de coronavirus. Ainsi, restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore stations essence. Édouard Philippe a dressé le constat que les premières mesures prises de limitation des rassemblements était imparfaitement appliquée et que la meilleure façon de freiner l'épidémie était la distanciation sociale. Dans la foulée de l'allocution ministérielle, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a annoncé que 830 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus avaient été détectés en France pour un total de 4500 depuis le début de l'épidémie, qui a fait pour l'heure 91 morts dans le pays. Dans ce contexte, la France est passée samedi au stade 3 de l'épidémie, signifiant que le virus circule désormais sur tout le territoire. Tous les services essentiels à la vie de nos concitoyens resteront évidemment ouverts, a précisé le Premier ministre. Si les transports urbains continueront de fonctionner, le gouvernement exhorte les Français à limiter leurs déplacements et en particulier à éviter les déplacements interurbains. Je le dis avec gravité, nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures, a insisté M. Philippe. Le Premier ministre a ainsi appelé les entreprises et les administrations à développer massivement le télétravail pour permettre à un maximum de gens de rester à leur domicile, et ce, dès lundi. Édouard Philippe a notamment déploré avoir vu trop de gens dans les cafés, les restaurants. Cela me réjouirait en temps normal, mais pour quelques semaines, ce n'est pas ce que nous devons faire, a-t-il renchéri. En revanche, le premier tour des élections municipales se déroulera bien dimanche comme prévu, à condition de respecter strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles. Concernant la propagation de l'épidémie, elle se confirme, comme en témoignent les tout derniers chiffres que voici. Dans le monde, 167 414 cas sont confirmés, parmi lesquels 6 507 décès. La majorité des nouveaux cas est désormais rapportée hors de Chine et notamment en Europe, où la transmission s'est intensifiée au cours des dernières semaines. En France, 6 378 cas sont confirmés à ce jour, dont 285 ont été ou sont pris en charge dans un service de réanimation, 161 sont décédés. On observe par ailleurs un doublement du nombre de nouveaux cas déclarés entre le 13 et le 15 mars, soit en l'espace de 48 heures, témoignant donc d'une intensification de la transmission du Covid-19 sur l'ensemble du territoire. Voilà pour les chiffres. Alors on l'a compris, le monde est en état d'alerte face au coronavirus. Les mesures de restriction et déplacement se multiplient partout en Europe. Les mesures de confinement ont été adoptées un peu partout sur le continent, notamment chez nos voisins espagnols et italiens, les deux pays européens les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Tour d'horizon d'un monde à l'heure du confinement.
L'Espagne, deuxième pays le plus touché d'Europe, où la femme du Premier ministre Pedro Sánchez a été testée positive, a décidé une quarantaine quasi totale et décrété l'état d'alerte pour 15 jours. La Grèce n'autorisera pas plus d'une personne pour 10 mètres carrés dans les supermarchés dès lundi, alors que la police du pays a arrêté 96 personnes ne respectant pas les mesures pour freiner la propagation du virus. En Croatie, le gouvernement a décidé de relever le niveau de défense contre le virus au niveau 3 sur une échelle de 5. Le président serbe, quant à lui, décrète l'état d'urgence dans le pays. De nouvelles mesures drastiques pour lutter contre le coronavirus sont en vigueur en Autriche. Ainsi, les déplacements dans l'espace public sont strictement réglementés et tout rassemblement de plus de 5 personnes est interdit. Suivant les mesures françaises, les Pays-Bas vont fermer écoles, bars et restaurants. Certaines régions allemandes vont d'ailleurs aussi limiter ces mesures sur les bars et les restaurants, tout comme le Luxembourg. Le gouvernement irlandais a demandé ce dimanche 15 mars aux pubs du pays de fermer leurs portes dans la soirée, au moins pour 2 semaines. À Chypre, les restrictions d'entrée ont été renforcées et de nombreuses activités économiques sont à l'arrêt. L'Italie a compté ce dimanche 15 mars 368 nouveaux décès liés au coronavirus. Le pays comptabilise maintenant 1809 décès pour 24 747 cas. Les autorités de Lombardie, la région la plus touchée du pays par la pandémie de coronavirus, s'inquiètent désormais à haute voix de la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades. Plusieurs régions allemandes ont pris des mesures similaires, de même que Monaco. L'Allemagne a dans le même temps décidé de fermer à partir de lundi les frontières du pays avec la France, la Suisse et l'Autriche pour tenter de freiner la propagation de Covid-19. Seuls les transports des marchandises et les travailleurs frontaliers seront autorisés à traverser la frontière. La France indique juste des mesures de contrôle renforcées à sa frontière avec l'Allemagne. De leur côté, l'Estonie et la Lituanie ont annoncé la fermeture de leurs frontières aux étrangers avec quelques exceptions. La Lettonie a pris elle aussi des mesures de restriction. Au Royaume-Uni, le gouvernement n'envisage des mesures de confinement que pour les personnes âgées de plus de 70 ans, alors que le nombre de morts a plus que doublé. Un plan d'action pourrait être dévoilé ce mardi. Selon la presse britannique, il envisage notamment la fermeture des pubs et restaurants ou encore des écoles, des mesures déjà en place dans la quasi-totalité de l'Europe. L'Union européenne a annoncé ce dimanche qu'elle limitait les exportations de masques et d'autres équipements médicaux de protection afin de garantir son propre approvisionnement face à la pandémie de nouveau coronavirus. Partons à présent en Afrique. Depuis samedi soir, la Centrafrique, les Seychelles, le Congo ont diagnostiqué leur premier cas. Le Kenya, où 3 cas de coronavirus ont été officiellement décelés, a annoncé aujourd'hui la fermeture de ses frontières, sauf pour ses citoyens et les résidents étrangers qui devront se soumettre à un autoconfinement. L'Afrique du Sud a suivi en annonçant la fermeture des frontières à tous les citoyens des pays les plus touchés par la pandémie, alors que le nombre de cas sur son territoire a doublé en 24 heures pour atteindre 61 cas positifs. Le Ghana annonce aussi fermer ses frontières aux personnes arrivant des pays les plus touchés par la pandémie. Craignant une contagion par sa frontière terrestre, la Guinée-Bissau, où aucun cas de coronavirus n'est encore signalé, multiplie la sensibilisation. Les médias et les chefs traditionnels et religieux ont été mis à contribution pour une vaste campagne. En Mauritanie, le gouvernement a décidé de fermer pour une semaine les écoles publiques et privées, les instituts et les universités sur l'ensemble du territoire national. La mesure entrera en vigueur demain, une décision qui inquiète et intègre d'autres mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus après la détection du premier cas dans le pays vendredi. Au Gabon, un cas de Covid-19 a été confirmé, les crèches et les universités seront donc fermées, c'est pour au moins jusqu'au 30 mars, c'est pour la seconde fois en moins de 3 mois que les élèves gabonais sont forcés de rester à la maison. En Asie, quarantaine imposée pour les voyageurs en Nouvelle-Zélande, en Chine, mais également en Australie ou aux Philippines. Au Liban, le gouvernement appelle ses citoyens à rester confinés chez eux pendant 2 semaines. L'aéroport de Beyrouth fermera près de 2 semaines à partir du mercredi 18 mars. En Israël, le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui devait s'ouvrir mardi 17 mars, a été reporté de 2 mois. Enfin, l'Amérique latine se barricade. Le Venezuela, déjà en état d'alerte, a annoncé une quarantaine de rigueur pour les voyageurs venant d'Europe, alors que le président Maduro place 7 des 23 États, dont Caracas, à l'isolement quasi total. En Bolivie, les vols directs avec l'Europe sont suspendus jusqu'à fin mars et les voyageurs ont interdiction d'entrer sur le territoire pour les voyageurs venant des pays les plus touchés. Le Canada invite ses citoyens actuellement à l'étranger à rentrer tant qu'ils le peuvent. Les compagnies aériennes américaines ont annoncé
des réductions drastiques de leurs plans de vol à partir de lundi, en réponse à l'interdiction d'entrée aux États-Unis. Aux États-Unis justement, pressé de toutes parts, le maire de New York a annoncé ce dimanche qu'il fermait à partir de lundi toutes les écoles publiques jusqu'au 20 avril au moins de la première ville américaine, fréquentée par quelques 1,1 million d'élèves pour limiter la propagation du Covid. Bill de Blasio a par ailleurs déclaré la fermeture des bars et restaurants, sauf pour la vente à emporter. La dernière fois que la France a été confinée, c'était il y a 3 siècles. Je vous propose maintenant donc une petite plongée dans les archives nationales. 2 documents datés du début du XVIIIe siècle nous replongent dans le confinement lors de la dernière épidémie de peste qui a frappé le pays. Ces témoignages de l'histoire nous racontent la manière de gérer le blocus sanitaire lors de cette épidémie mortelle. Certaines méthodes, vous allez le voir, n'ont guère changé depuis 3 siècles. Ce sont 2 documents d'archives qui datent de 300 ans et pourtant ils font écho de façon surprenante à la situation de confinement et de lutte contre le coronavirus que vit actuellement la France. Le premier est un passeport de santé daté de 1720 en pleine période de peste. Le second, édité un an plus tard, rassemble les instructions générales envoyées depuis Paris pour juguler la propagation de ce fléau dans les lieux attaqués de la maladie contagieuse. À 3 siècles d'écart, on s'aperçoit que certaines méthodes ont évolué, mais d'autres non. Retour déjà sur cette peste de 1720-1722 dite de Marseille. En mai 1720, un bateau de commerce transportant des étoffes de coton du Moyen-Orient accoste à Marseille. Longtemps, ce navire a été accusé d'avoir importé la peste dans le sud de la France. En 2016, des études génétiques sur le bacille infectieux ont émis une autre hypothèse, une résurgence de la peste noire qui avait décimé la moitié de l'Europe au XIVe siècle. Quoi qu'il en soit, cette épidémie a duré plus de 2 ans. Elle a tué près de la moitié des 85 000 habitants de Marseille et fait entre 90 000 et 120 000 morts en Provence et dans le Languedoc. Il s'agit de la dernière grande peste d'Europe occidentale. À l'époque, la population avait une grande expérience de ces épisodes épidémiques qui survenaient tous les 5 à 10 ans. L'alerte était forte, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À noter l'efficacité du cordon sanitaire. Exhumé des archives de la Bibliothèque nationale de France par un groupe de généalogistes, une note d'instruction sur les précautions à prendre datée de 1721 expose notamment la manière dont un cordon sanitaire militarisé doit être organisé pour faire blocus autour d'une zone contaminée. Le système était très bien rodé avec un cordon sanitaire, pouvant rapidement reculer ses lignes de contrôle au fur et à mesure de la progression de la maladie, s'exprime Patrice Bourdelais, historien des épidémies. On a pu isoler efficacement une partie du territoire en 1720, c'est une grande différence avec aujourd'hui. Et l'historien précise le dispositif en affirmant « Rigueur du blocage grâce à la vigilance sans faille des soldats, organisation de postes afin d'alimenter le lieu, rigueur dans la chasse aux repères possibles de l'épidémie, comme les paillasses, les vêtements ou les étoffes, car la peste se développe d'abord dans une population de petits rongeurs qui transmettent la maladie à la puce qui pique l'homme et le contamine. » Des ressemblances frappantes entre les 2 épidémies. Pour l'historien, la similitude la plus frappante entre les méthodes d'aujourd'hui et celles d'il y a 300 ans, ce sont surtout les 3 niveaux de distinction des malades. L'organisation du placement des malades en 3 strates est clairement exprimée dans ce document. Les infirmeries pour les malades, des lieux pour les convalescents et d'autres endroits différents où l'on effectue la quarantaine classique pour ceux qui ont été en contact avec des malades et sont donc suspects. Cela rappelle des débats actuels sur le confinement général où nous sommes tous devenus suspects. Autre ressemblance, le passeport de santé évoqué aujourd'hui pour accélérer le déconfinement. En 1720, il s'agissait d'un laissez-passer différent de l'autorisation de déplacement dérogatoire de 2020. C'est une sorte de certificat de dépistage collectif. Les habitants d'une commune qui n'était pas touchée par l'épidémie pouvaient obtenir une autorisation de circuler. Le document nous montre l'exemple d'un Alexandre de taille médiocre et aux cheveux châtains, vivant à Remoulins dans le Gard. La peste sévissant à Avignon, au moment de là, ce qui rendait les habitants du secteur a priori suspects. Le magistrat devait donc délivrer une autorisation pour que la personne puisse se rendre dans un territoire qui n'était pas touché, visiblement le Tarn dans ce cas. En revanche, certaines instructions de l'époque peuvent choquer. Illustration avec 2 passages du document. Si quelqu'un de ceux qui ont été consignés vient à s'échapper, ils lui feront casser la tête, ou encore, on doit faire tuer tous les chiens et tous les chats, tant au dedans qu'au dehors du blocus, à une nuit au moins. Quoique ces animaux ne prennent pas le mal, ils le communiquent très souvent. La rigueur du traitement réservé à ceux qui essaieraient de traverser les cordons, ainsi qu'à nos animaux domestiques, s'explique par la volonté absolue de limiter les déplacements et l'observation répétée que ces animaux semblent aussi transmettre la peste, car leurs puces sont responsables de leur malheur, observe Patrice Bourdelais.
L'aide aux démunis, enfin, mais la solidarité existe aussi à l'époque. Ainsi, les instructions générales se terminent par ce paragraphe. Les amendes qu'il faut ordonner souvent pour les contraventions qui ne méritent pas la mort seront appliquées aux pauvres du lieu, et le meilleur usage qu'on en puisse faire est de les employer à leur acheter des habits au lieu de ceux qui auront été brûlés. Effectivement, tous ceux qui ont dû laisser brûler leurs vêtements, voire leurs maisons, sont secourus par la communauté, la charité et les aumônes. Les œuvres chrétiennes étaient très nombreuses, et le montant des amendes infligées pour avoir contrevenu à certaines règles peut aussi être mobilisé à cette fin. Aujourd'hui, on appellerait ça une subvention ou une aide de l'État. Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, c'est le premier tour des élections municipales en France. Le scrutin, encore incertain il y a quelques jours, a été maintenu malgré les polémiques. Et ce scrutin, aussi atypique soit-il en raison du contexte sanitaire actuel, a été marqué par une abstention historique. Plus de la moitié des Français ne s'est pas rendu aux urnes ce dimanche. On notera aussi un Premier ministre en ballottage ainsi qu'une poussée des écologistes. Voici les 5 points à retenir du premier tour de ces élections municipales. Avec un taux compris entre 53,5 et 56%, l'abstention atteint un niveau historique de près de 20 points supérieur à celui de 2014 sur fond de crise du coronavirus. Une forte incertitude pèse sur la tenue du second tour dimanche prochain dans un pays où l'épidémie n'en est qu'à ses débuts. Plusieurs responsables politiques ont réclamé le report du second tour. La question d'un tel report sera examinée en début de semaine après consultation des scientifiques et des responsables de partis. Si le report était décidé, cela obligerait à réorganiser l'ensemble des deux tours, car les élections municipales forment un tout, sauf peut-être pour les candidats élus dès le premier tour. Arrivant en tête au Havre avec 43,6%, Édouard Philippe, soutenu par La République En Marche, est mis en ballottage par le communiste Jean-Paul Lecoq, alors qu'il avait été élu dès le premier tour en 2014. Le Premier ministre pourrait se voir opposer une large coalition au second tour, ce qui handicaperait son maintien à Matignon. Son ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, tête de liste à Tourcoing, lui a été réélu dès le premier tour avec 60,88% des voix. Le ministre de la Culture, Franck Riester, est lui aussi réélu à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Plus largement, les candidats à La République En Marche sont souvent relégués en 3e ou 4e position lors de ce premier tour, comme à Limoges, Bordeaux, Perpignan, Rennes ou Nantes. Plusieurs maires PS sortant de grandes villes arrivent largement en tête, comme la socialiste Anne Hidalgo à Paris, autour de 30%, en hausse par rapport au sondage, devant la candidate Les Républicains Rachida Dati, 22%, et l'ancienne ministre de la Santé, La République En Marche, Agnès Buzyn, 17%. Martine Aubry arrive aussi en première position à Lille, tout comme Nathalie Appéré à Rennes, Johanna Roland à Nantes, Stéphane Le Foll au Mans ou Nicolas Maillère-Rossignol à Rouen, soutenu par le maire sortant PS, Yvon Robert. Chez les écologistes, le maire de Grenoble, Éric Piolle, est donné à 44% au premier tour. À Marseille, la candidate LR, Martine Vassal, qui doit faire face à une dissidence, est donnée très largement en tête devant la liste de gauche de Michel Rubirola. À Toulouse, le sortant Jean-Luc Moudenc, soutenu par LR et LREM, est lui aussi bien placé. À noter un de bons résultats du Rassemblement national, qui semble bien placé pour conquérir Perpignan, puisque son candidat Louis Alliot est arrivé largement en tête, à 35,7%, devant le candidat LR Jean-Marc Pujol, l'écologiste Agnès Langevin, et le député macroniste Romain Gros. Le Rassemblement national a aussi fait réélire dès le premier tour ses candidats dans les places fortes de Fréjus, dans le Var, et Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. À Bordeaux, le candidat écologiste Pierre Urmic est au coude à coude avec le maire sortant Nicolas Florian, successeur d'Alain Juppé, selon des estimations. À Lyon, la liste de l'écologiste Grégory Doucet arrive largement en tête devant celle des partis Les Républicains et La République En Marche. À Strasbourg, la candidate écologiste Jeanne Barseguian arrive en tête du premier tour avec 27,9% des voix. Enfin, Besançon, l'une des villes où les écologistes ont le plus d'ambition, la candidate Europe Écologie Les Verts Anne Vigneault devance le républicain Ludovic Fagot et le macroniste Éric Alauzet. On note donc une forte poussée des écologistes pour ce scrutin. Tout à fait autre chose, à présent, une très bonne nouvelle dans le domaine de la santé qui devrait redonner espoir à toutes les personnes séropositives. Après le patient de Berlin, voici le patient de Londres. 10 ans après un premier cas confirmé, un deuxième malade serait guéri du VIH, le virus responsable du sida. Alors, comment l'expliquer? Voyez l'enquête de Coralie Lemke, journaliste pour Science et Avenir.
Il est surnommé le patient de Londres. Un deuxième malade serait durablement guéri du VIH. Le virus est l'origine du sida, selon une étude publiée dans Nature, et présentée à la conférence on Retroviruses and Opportunistic Infections à Seattle, aux États-Unis. Ce malade n'aurait pas montré de signes d'infection depuis 19 mois. Ce n'est pas le premier cas de rémission de VIH au monde. Il y a 10 ans, un premier patient surnommé le patient de Berlin avait lui aussi guéri. Tous deux ont reçu le même traitement, une transplantation de moelle osseuse avec une mutation génétique rare qui empêche le virus de circuler. Cette mutation rend inopérant un récepteur du VIH connu sous le nom de CCR5. Ce deuxième cas montre que le patient de Berlin n'était pas une anomalie. Il confirme le rôle des CCR5 dans la transmission du virus du sida. Cette guérison constitue partiellement un espoir pour les 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Seuls 59% d'entre elles bénéficient d'une thérapie antirétrovirale, le seul traitement capable de stabiliser la maladie et que les patients doivent prendre toute leur vie. Si le traitement a fonctionné sur les deux malades, c'est parce que le type de VIH avec lequel ils sont infectés n'utilise que les récepteurs CCR5. Une avancée majeure, mais pas de cure miracle donc. Reste à savoir si la guérison de ce deuxième patient s'avère durable. L'avenir le dira. En Russie, le président Vladimir Poutine a soumis au Parlement de nouveaux amendements constitutionnels introduisant la mention de Dieu dans la Constitution et fixant le principe qu'un mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme. Il avait annoncé en janvier que la Russie allait amender sa Constitution de 1993, une initiative largement considérée comme visant à organiser l'après 2024, année où s'achève son 4e et dernier mandat présidentiel. Ces amendements constitutionnels ont été adoptés à l'unanimité par les députés en première lecture, mais Vladimir Poutine a soumis 24 pages supplémentaires d'amendements avant la seconde lecture, la plus importante prévue le 10 mars. Les amendements du président sont le résultat de son dialogue avec les représentants de toutes les factions et de la société civile. Ces amendements prévoient que la mention de la foi en Dieu des Russes soit introduite dans la Constitution et stipulent qu'un mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Le président russe avait évoqué l'idée de fixer le principe de l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe mi-février, lors d'une rencontre avec un groupe de travail chargé de plancher sur les changements. La majorité des amendements votés par la Douma en première lecture étaient de nature plus institutionnelle, visant notamment à renforcer les pouvoirs présidentiels. Un vote populaire au contour encore flou doit être organisé le 22 avril pour adopter ces changements. Ces nouveaux amendements interdisant aussi que des portions de territoire russe soient données à des États étrangers et rendent illégal tout appel ou action en ce sens. Selon l'acteur Vladimir Maktov, membre du groupe de travail formé par le Kremlin pour plancher sur la réforme constitutionnelle, cet amendement permettrait de garantir que la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée en 2014, ou les îles Kouriles disputées avec le Japon restent russes, même après le départ de Vladimir Poutine. La semaine dernière, entre 10 500 personnes selon la police et 22 000 selon une ONG ont manifesté en mémoire de l'opposant assassiné il y a 5 ans, Boris Nemtsov, mais aussi pour protester contre ces réformes constitutionnelles. Revenons avant de refermer ce journal sur les annonces du Premier ministre faites hier soir à la télévision. Depuis minuit, les bars, cafés, restaurants, salles de cinéma et musées ne peuvent plus accueillir de public. Les établissements scolaires seront fermés dès demain et jusqu'à nouvel ordre, tout comme la plupart des commerces. Se dirige-t-on vers un confinement généralisé de plusieurs semaines? Le président de la République devra répondre très vite à cette question, mais d'autres interrogations se posent. Le second tour des municipales prévu dimanche prochain aura-t-il lieu? Les frontières pourraient-elles fermer? Emmanuel Macron doit prendre cette semaine de lourdes décisions pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Hormis un aller-retour au Touquet pour voter, le chef de l'État a passé son week-end à préparer la guerre contre le virus entre consultations de ses ministres, des scientifiques et des chefs d'États étrangers, alors que les municipales sont devenues secondaires au milieu d'une épidémie galopante qui touche déjà au moins 5000 personnes. Le chef de l'État devra en début de semaine décider ou non du maintien du second tour, après avis du comité scientifique. Il ne devra en revanche pas s'attacher au résultat qui non seulement est défavorable à son jeune parti, mais auquel il n'a jamais voulu accorder de portée nationale et qui s'annonce encore plus invisible en raison de l'abstention. Plus que le résultat des urnes, c'est sa décision de maintenir le premier tour au risque d'annuler le second qui en est devenu ce week-end l'enjeu autant politique que sanitaire. Après avoir cédé jeudi à la pression, notamment des ténors de la droite pour le maintenir, le chef de l'État a été vivement critiqué sur cette décision ce week-end par des leaders politiques et une partie de l'opinion.
Sa décision a en effet semblé contradictoire avec les mesures de plus en plus drastiques annoncées depuis jeudi, notamment la fermeture brutale des commerces annoncée samedi soir par son Premier ministre. La forte abstention de plus de 50% a d'ailleurs alimenté les critiques de ceux qui appellent à l'abandon du vote. Emmanuel Macron a assumé sa décision dimanche en votant au Touquet, appelant les Français à faire de même et en affirmant qu'on pourra continuer à sortir, à prendre l'air, alors qu'en Italie, personne ne doit plus sortir. Le taux d'abstention record apparaît finalement comme une victoire pour les recommandations sanitaires du Premier ministre samedi de se déplacer le moins possible, mais une défaite pour un Macron qui a appelé à voter. Mais Emmanuel Macron qui tente aussi de susciter des mesures coordonnées au plan international alors que les pays font tous cavalier seuls. Le président français pousse ainsi l'Union européenne à mettre en place dès lundi un contrôle des frontières extérieures, mais il a échoué à convaincre ses homologues européens de renoncer à fermer leurs frontières entre eux, un choix qu'il critique depuis plusieurs jours. La France et l'Allemagne ont aussi décidé de fermer leurs frontières communes dès lundi matin, sauf pour les frontaliers et le transport de marchandises. Emmanuel Macron, en revanche, réussit à convaincre les dirigeants du G7 à tenir une visioconférence lundi sur la recherche et les mesures économiques. Elle devrait notamment se concentrer surtout sur les tests de médicaments et la recherche de vaccins. Ce sera sa troisième semaine presque exclusivement consacrée au coronavirus, une épidémie pour laquelle il a appelé à l'union sacrée et qui met en pause tous ses projets. L'équilibre budgétaire, l'examen du projet de loi retraite ou encore la privatisation d'Aéroports de Paris, tout est reporté à après l'épidémie. Et je précise que le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera en direct à la télévision demain soir à 20h. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon courage pour les jours et les semaines à venir. À très vite.